Le restaurant retenait son souffle. À la table du centre, l'homme le plus redouté de la ville, Matteo dit le loup, Valente n'arrivait pas à calmer les pleurs de son propre fils. Le chagrin de l'enfant était une blessure à vif, béante. Chaque serveur, chaque client détournait le regard. Tous, sauf une personne. Serafina, la nouvelle serveuse, invisible dans son uniforme noir, fit la seule chose que personne d'autre n'osait faire. Elle s'est approchée. Elle s'est agenouillée. Et alors que toute la salle se préparait à la violence, elle a commencé à parler. Ce qu'elle fit ensuite allait changer sa vie. Et quand le chef de la mafia la regarda enfin, il prononça les 5 mots qui allaient sceller son destin. Il a besoin d'une mère. Il Corvo Dorato n'était pas un simple restaurant. C'était une forteresse de neutralité. Doré à la feuille d'or et paré d'acajou sombre, c'était le seul endroit de la ville où des hommes d'affaires rivaux pouvaient dîner sans craindre que des balles n'accompagnent leur bord. Le silence y était précieux, la discrétion absolue. Et aucune table n'exigeait plus de silence que la table numéro 7, la réservation permanente de Matteo Valente. Serafina Serra Rossi travaillait à Il Corvo depuis 3 mois. Elle était douée pour son travail, précisément parce qu'on l'oubliait facilement. Elle était silencieuse, efficace, et avait un visage joli d'une manière qu'il était facile d'ignorer. Une bénédiction dans un endroit pareil. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de l'ombre qu'il lui procurait. Elle se cachait, dans tous les sens du terme, au vu et au su de tous. Matteo Valente n'était pas un homme que l'on ignorait. Il était le chef de la famille Valente, un homme qui avait hérité d'un empire de l'ombre. Et par sa seule volonté, d'un sang-froid absolu, il l'avait fait entrer dans une nouvelle ère de légitimité terrifiante. On le surnommait le loup, un homme de peu de mots, mais aux actions décisives et permanentes. Il était aussi veuf. Avec lui, comme toujours, se trouvait son fils, Léo, un petit fantôme de 5 ans dans un costume parfaitement repassé. Léo Valente n'avait pas prononcé un mot depuis 6 mois. Depuis que sa mère, Maria, avait été tuée dans l'explosion d'une voiture piégée qui visait son père. Le garçon était une poupée de porcelaine brisée par le chagrin. Il serrait contre lui un petit loup en bois usé, la seule chose qui lui restait de ce jour-là. Ce soir-là, quelque chose était différent. D'habitude, Léo était simplement silencieux. Ce soir-là, il pleurait. Ce n'était pas un caprice. C'était une plainte sourde et lancinante qui transperçait le cliquetis des couverts et les conversations feutrées. C'était le son d'un cœur qui avait été brisé et qu'on avait laissé saigner. Le personnel se figea. Les autres clients, des hommes en costume à 1 000 $ avec des cicatrices sur les phalanges, fixaient intensément leurs assiettes. Matteo, l'homme qui inspirait la peur à toute la ville, était complètement impuissant. Il essaya de tapoter le dos de son fils. « Léo, basta, ça suffit. » Sa voix, habituellement un outil de commandement, était rauque et inutile. Léo ne fit que pleurer plus fort, ses petits poings serrés. « Allez chercher la voiture de M. Valente », siffla Dimitri, le manager de Serafina, à un autre serveur, le visage blême et couvert de sueur. Il regarda Serafina. « Ne t'approche pas de cette dalle. Tu m'entends ?» Mais Serafina n'écoutait pas. Elle ne regardait pas le chef de la mafia. Elle regardait l'enfant. Elle reconnut cette forme particulière de solitude dans ses yeux, celle qui s'installe quand la seule personne qui vous comprend a disparu pour toujours. Elle la connaissait, car elle vivait avec. Contre l'avertissement sifflé de Dimitri, contre chaque instinct de survie qui l'avait maintenue en vie ces 2 dernières années, Serafina bougea. Elle ne s'approcha pas de Matteo. Elle se dirigea directement sur le côté de la table et s'agenouilla, se mettant à la hauteur des yeux de Léo. Elle ignora les 2 gardes du corps, Luca et Nino, qui se crispèrent derrière leur patron, leurs mains glissant à l'intérieur de leur veste. Le restaurant devint complètement silencieux. Matteo Valente tourna lentement la tête. Ses yeux gris, froids comme une mer d'hiver, se posèrent sur elle. Une condamnation à mort. Serafina l'ignora. Elle ne regarda que Léo. « C'est un très beau loup, » dit-elle, la voix douce. Ce n'était pas un gazouillis, mais une simple constatation. Les pleurs de Léo s'interrompirent, surpris. Il serra plus fort le jouet en bois. « Je peux le voir ?» demanda Serafina. Léo secoua la tête, les larmes coulant toujours. « Ce n'est pas grave, » dit Serafina en hochant la tête. « Il a l'air très spécial. C'est bien de s'accrocher aux choses spéciales. » Elle plongea la main dans la poche de son tablier
et en sortit un simple médaillon en argent terni. Elle ne l'ouvrit pas. Elle le tenait simplement dans la paume de sa main. C'était à ma mère, dit-elle, sa voix n'étant destinée qu'à lui. Parfois, je le serre si fort que j'ai peur de le casser, mais il ne se casse jamais. Les yeux de Léo se fixèrent sur le médaillon. Sa respiration était encore saccadée, mais les gémissements avaient cessé. Séraphina continua. C'est difficile, n'est-ce pas? Se sentir si grand et si triste à l'intérieur qu'on a l'impression qu'on va éclater. Comme une bouteille avec trop de soda et un bouchon trop serré. Léo renifla. Il regarda cette femme étrange, puis son père, puis de nouveau la femme. « Tu n'es pas obligé d'arrêter de pleurer, » murmura Séraphina, comme un secret entre eux. « Mais parfois, ça aide d'avoir une main à tenir pendant que tu pleures. » Elle ne tendit pas la main. Elle attendit simplement, agenouillée sur le tapis coûteux, les genoux douloureux. Lentement, si lentement, la petite main de Léo se desserra. Il tendit le bras et ne prit pas sa main. À la place, son doigt toucha le médaillon d'argent dans sa paume. Il traça la gravure, une simple fleur. Une seule respiration tremblante lui échappa. Et puis il se tut. Pas un silence heureux, mais un silence apaisé. Séraphina resta là un long moment, le laissant simplement être. Finalement, elle lui adressa un petit sourire triste. « Tu es très fort, Léo Valente. » Elle rangea son médaillon et se releva lentement, ses articulations craquant. Elle lissa son tablier, le visage soigneusement vide d'expression, et se prépara à être renvoyée, ou pire. Elle se retourna. Matteo Valente la fixait, son expression illisible, comme taillée dans la pierre. Le restaurant tout entier regardait. « Je m'excuse pour l'interruption, Monsieur Valente, » murmura-t-elle, les yeux fixés sur sa cravate. « Je demanderai à Dimitri de retirer le dérangement de votre note. » Elle essaya de s'éloigner. « Arrêtez-vous. » Sa voix était graveleuse. Elle se figea. « Quel est votre nom? »« Séraphina, monsieur. »« Sera Rossi. » Il regarda son fils, qui observait maintenant tranquillement Séraphina, le pouce dans la bouche, le loup en bois dans l'autre main. « Séraphina Rossi », répéta Matteo comme pour tester le poids de ce nom. Il la regarda de nouveau, et pour la première fois, elle vit autre chose que de la glace dans ses yeux. Ce n'était pas de la chaleur, c'était un calcul brut et désespéré. « Mon fils n'a pas été calme depuis 182 jours, » déclara Matteo, la voix basse. « Il n'a pas été touché par un étranger sans crier. Il n'a pas cessé de pleurer sa mère depuis qu'elle a été mise en terre. » Il marqua une pause, son regard la clouant au sol. Jusqu'à ce soir, il ne dit rien d'autre. Il fit simplement un signe de tête à ses gardes du corps. Ils se levèrent. Matteo posa une liasse de billets de 100 $ sur la table, bien plus que suffisant pour couvrir toute la section, et se leva. Il prit son fils silencieux dans ses bras, qui, pour la première fois, ne se débattit pas. Ses yeux restaient rivés sur Séraphina alors qu'on l'emmenait. Alors que Séraphina retournait vers les cuisines, les jambes tremblantes, elle entendit la voix de Matteo. Elle ne s'adressait pas à elle, mais à son garde du corps, Luca. « Trouvez tout sur elle et faites amener la voiture à mon domaine demain, à 9 heures du matin. Elle vient avec nous. » Le lendemain matin, Séraphina ne fut pas invitée au domaine Valente. Elle fut cueillie. Une Cadillac noire blindée, si lustrée qu'elle paraissait mouillée, attendait devant son petit immeuble délabré à 8h45 du matin. Le chauffeur, Luca, le même homme du restaurant, ouvrit simplement la portière arrière. Ce n'était pas une demande. Séraphina, qui était restée éveillée toute la nuit, serra son manteau usé et monta. Elle n'avait pas le choix. On ne disait pas non à Matteo Valente en espérant rester dans la ville, ou peut-être sur la planète. Toute sa vie, ces 2 dernières années, avait consisté à éviter les hommes comme lui. Et en un seul instant de folie et de compassion, elle était entrée directement dans la gueule du loup. Le domaine Valente n'était pas une maison. C'était une forteresse. Situé sur une colline boisée privée surplombant la ville, il était entouré d'un mur de pierre de 3 mètres de haut surmonté de fer forgé. Les portes s'ouvrirent dans un mouvement silencieux et imposant. Ils roulèrent encore une minute entière sur une allée immaculée et bordée d'arbres. La maison elle-même était une immense villa classique en pierre pâle, aux fenêtres sombres et fermées. C'était magnifique, mais sans aucune chaleur. C'était un monument à la puissance et, pensa Séraphina, au chagrin. Luca la guida à travers un hall caverneux au sol de marbre,
où ses ballerines usées couinaient pitoyablement, et la fit entrer dans un bureau. La pièce était sombre, lambrissée du même acajou que le restaurant. Un mur était une baie vitrée donnant sur un jardin sobre et parfaitement entretenu. Matteo Valente se tenait devant, regardant au dehors. Il ne se retourna pas. « Laisse-nous, Luca. » La porte se referma avec un clic, un son d'une finalité troublante. Le cœur de Serafina martelait ses côtes. « Vous êtes une femme difficile à trouver, Serafina Rossi, » dit Matteo, sa voix un grondement sourd. « Pas de famille, pas de réseaux sociaux. Vous payez tout en liquide depuis 2 ans. Vous avez eu 5 adresses différentes. Vous travaillez dans un restaurant que vous savez être mon territoire. Soit vous êtes stupide, soit vous êtes sans fuite. » Le sang de Serafina se glaça. Il savait qu'elle était un fantôme. « J'aime ma vie privée, monsieur, » balbutia-t-elle. Il se retourna et toute la force de sa présence la frappa. Au restaurant, il était un client. Ici, il était un roi. La vie privée est un luxe pour ceux qui n'ont rien à cacher. De quoi vous cachez-vous? Elle déglutit. D'un ex-petit ami, il était possessif. J'avais besoin d'un nouveau départ. C'était un mensonge fragile mais crédible. Matteo l'étudia, son regard la déshabillant. Il ne la croyait pas entièrement. Mais il laissa tomber. Il avait d'autres priorités. « J'ai vu ce que vous avez fait hier soir, » dit-il en se dirigeant vers son bureau massif. « Mon fils. Les psychologues, les thérapeutes, ils sont inutiles. Ils viennent ici, ils lui parlent gentiment, ils essaient de le diagnostiquer. Ils le traitent comme s'il était une énigme. »« Ce n'est pas une énigme, » dit Serafina, la voix calme mais ferme. « C'est un enfant qui a perdu sa mère. » Les yeux de Matteo se rivèrent sur les siens. « Et vous savez ce que c'est? »« Je sais à quoi ça ressemble, » dit-elle, sa main se déplaçant inconsciemment vers sa poche où se trouvait son médaillon. « D'être laissé pour compte. »« Je vous offre un travail, » dit Matteo, sa voix redevenant purement professionnelle. « Je vous paierai 5 fois ce que vous gagnez à Il Corvo par semaine, en liquide. » Le montant était stupéfiant. C'était de quoi changer une vie. Un travail pour faire quoi? Vous serez la nounou de Léo. Le cœur de Serafina se serra. « Monsieur Valenti, je ne suis pas une nounou, je suis une serveuse. Je n'ai aucune qualification. Ce que vous avez vu hier soir, c'était juste un instant. Je me fiche de vos qualifications, » dit-il en s'approchant. Il était grand et il sentait le parfum cher et quelque chose de métallique comme le pouvoir. « Je me soucie des résultats. Pour la première fois en 6 mois, mon fils a dormi toute la nuit. Ce matin, il ne s'est pas débattu avec sa gouvernante. Il est assis dans la cuisine, il attend. Il a demandé la dame au médaillon. » Serafina eut le souffle coupé. « Il a demandé? » « Il a montré du doigt, » corrigea Matteo, « mais l'intention était claire. Il vous veut. » Serafina était déchirée. C'était une cage, une belle cage dorée, mais une cage tout de même. Et elle appartenait à l'homme le plus dangereux qu'elle ait jamais rencontré. Son plan était de rester invisible, d'économiser de l'argent et de quitter le pays. C'était tout le contraire de l'invisibilité. « Je ne peux pas, » dit-elle en secouant la tête. « Je suis désolé, monsieur Valenti. Je ne peux pas. Je ne suis pas ce que vous cherchez. » Elle se tourna pour partir. « Vous avez raison. » Sa voix l'arrêta de nouveau. Elle se retourna. Il la regardait, mais ses yeux étaient lointains, fixés sur une douleur qu'elle ne pouvait pas voir. « Vous n'êtes pas ce que je cherche. » Il désigna une chaise. « Asseyez-vous. » Elle s'assit. Il resta debout, la dominant. « Quand ma femme, Maria, est morte, » dit-il, la voix plate, vide d'émotion, elle a emporté la lumière de cette maison avec elle. Mais elle a laissé un écho, et mon fils le poursuit. Il est en train de se tuer, Serafina. Il ne mange pas, il ne dort pas, il s'éteint. Les médecins disent qu'il souffre d'un deuil profond. Ils disent qu'il a besoin de tourner la page. Il se pencha, posant ses mains sur les accoudoirs de sa chaise, la piégeant. Son visage était à quelques centimètres du sien. « Je me fiche de tourner la page, » murmura-t-il, la voix intense. « Je me soucie de la survie. Mon fils est en train de mourir, et vous, pour une raison que j'ignore, êtes la seule chose qui l'ait ramené du bord du gouffre. » Il se redressa, le regard fixé sur elle, et puis il prononça les mots qui la hantaient depuis la veille. « Il ne fait pas que pleurer, Serafina.
Il est désespéré. Il a besoin d'une mère. Serafina se leva d'un bond. Et vous pensez que je peux être ça? Vous pensez que vous pouvez simplement en acheter une? Je vous ai dit que je ne suis qu'une serveuse. Je ne peux pas être une mère pour votre fils. Je ne vous demande pas d'être sa mère, rugit Matteo, son contrôle finissant par céder. La puissance dans la pièce sembla faiblir. Sa mère est morte. Il prit une profonde inspiration, maîtrisant visiblement sa colère. Je vous demande de remplir un rôle, d'être une présence, pour qu'il cesse d'avoir besoin d'un fantôme. Il passa une main dans ses cheveux sombres. Je suis un homme puissant, mademoiselle Rossi. Je peux acheter des villes. Je peux mettre fin à des lignées. Mais je ne peux pas. Sa voix se brisa, juste une fraction de seconde. Je ne peux pas donner à mon propre fils l'envie de vivre. La porte du bureau s'ouvrit en grinçant. Léo se tenait là, en pyjama, serrant son loup en bois. Il regarda son père, puis Serafina. Il passa devant le bureau, devant son père immense et terrifiant, et s'arrêta devant Serafina. Il leva les yeux vers elle, ses yeux du même gris perçant que ceux de Matteo, grands et interrogateurs. Puis, il tendit le loup en bois, comme une offrande. La résolution de Serafina s'effondra. Le mensonge qu'elle vivait, la peur qu'elle fuyait, tout cela pâlissait face aux besoins bruts et nus dans les yeux de cet enfant. Elle s'agenouilla, comme au restaurant. Elle ne prit pas le loup. À la place, elle toucha doucement l'oreille sculptée du jouet. « Il est magnifique, Léo, » dit-elle. La petite main de Léo, tenant toujours le loup, se posa sur la sienne. Sa peau était chaude. Serafina leva les yeux vers Matteo, ses propres yeux brillants de larmes non versées. La cage était toujours une cage, mais le prisonnier avait besoin d'elle. « Je resterai, » murmura-t-elle. « Comme sa nounou, c'est tout. Comme sa nounou. » Matteo Valenti laissa échapper un souffle qu'il semblait retenir depuis 6 mois. Il hocha la tête une fois, son visage redevenant un masque de contrôle de fer. « Bien, dit-il. Luca vous montrera votre chambre. Vous emménagez aujourd'hui. » Le domaine Valenti devint le nouveau monde de Serafina. C'était une vie de luxe surréaliste et suffocant. Sa chambre était une suite complète, plus grande que tout son appartement, avec un balcon donnant sur la ville. Elle avait un budget pour ses vêtements, des repas préparés par un chef privé et la protection silencieuse et vigilante du personnel Valenti. Elle n'était aussi jamais seule. Luca, ou Nino, ou un autre garde au visage de pierre, étaient toujours à proximité. Mais pour la première fois en 2 ans, la peur constante et lancinante dans son estomac commença à s'estomper. La peur de son passé, d'être retrouvé, fut remplacée par un objectif plus immédiat et tangible. Léo. La première semaine fut une négociation silencieuse. Léo ne parlait pas, mais il agissait. Il lui prenait la main et la conduisait au jardin. Il s'asseyait et la regardait lire des livres pour enfants à voix haute, son expression illisible. Serafina ne le bousculait pas. Elle ne posait pas de questions. Elle existait, simplement. Elle s'asseyait avec lui sur le sol de son immense salle de jeu intacte et l'aidait à construire des tours. Où elle prenait ses repas avec lui dans la cuisine, pas dans la salle à manger caverneuse. Elle apprit de la gouvernante, une femme plus âgée et gentille nommée Sophia, que Léo aimait les biscuits au citron, mais détestait la couleur verte. Et lentement, une parcelle du garçon derrière le chagrin commença à émerger. Un après-midi, elle dessinait, esquissant le jardin depuis le balcon. Léo la regardait. Elle lui tendit le carnet. Il secoua la tête. Elle haussa les épaules et continua à dessiner. Quelques minutes plus tard, elle sentit une traction sur sa manche. Il tenait un crayon de couleur. Il ne dessina pas sur son carnet, mais sur une serviette en papier. Il dessina 2 personnages. L'un était très petit, l'autre, plus grand, avec des cheveux bruns griffonnés, tenait un médaillon. Le cœur de Serafina se serra. « C'est nous. » Léo hocha la tête. Puis, d'une voix rauque à force de ne pas être utilisée, si basse qu'elle faillit la manquer, il murmura un seul mot. « Serafina. » Elle se figea. Il avait parlé. Il avait dit son nom. Elle rayonna d'un sourire authentique et sans défense. « C'est ça, Léo, c'est moi. » Matteo, qui observait depuis l'embrasure de la porte, sentit un étrange et inhabituel serrement dans sa poitrine. Il avait entendu le mot. Il avait vu le sourire. Il avait été si concentré sur la survie de son fils
qu'il n'avait pas réalisé à quel point le son de la vie lui avait manqué dans cette maison. Mais l'influence croissante de Serafina ne passa pas inaperçue, et elle ne fut pas universellement bien accueillie. L'organisation de Matteo Valenti n'était pas l'affaire d'un seul homme. Son conciliaire, son bras droit, était Marco Bianchi. Marco était rusé, ambitieux et totalement pragmatique. Il voyait le monde en termes de registres et de jeux de pouvoir, et il voyait Serafina Rossi comme une variable dangereuse. Pire encore, Marco avait une sœur. Bianca Bianchi était l'opposé de Serafina. C'était une créature de glace et de feu, d'une beauté dévastatrice, impeccablement, habillée et ouvertement, désespérément, à la poursuite de Matteo. Il était entendu dans l'organisation qu'après une période de deuil respectable, Matteo épouserait Bianca, cimentant ainsi la loyauté et le pouvoir de la famille Bianchi. La présence de Serafina était une menace pour cela. Bianca arriva au domaine sans prévenir un après-midi, soi-disant pour le thé, et trouva Serafina et Léo dans le jardin, en train de planter des fleurs. Tiens, tiens, la voix de Bianca, un filet sirupeux, déchira la quiétude de l'après-midi. Elle était drapée de lin blanc, un contraste saisissant, angélique, avec Serafina, qui était couverte de terre. La domestique joue dans la boue, comme c'est charmant. Serafina se leva, époussetant la terre de son jean. « Bonjour, je suis Serafina, la nounou de Léo. »« Oh, je sais ce que vous êtes, » dit Bianca, son sourire n'atteignant pas ses yeux bleus et froids. Elle ignora Serafina et s'accroupit près de Léo. « Léo, tesoro, regarde ce que je t'ai apporté. » Elle sortit un loup en plastique neuf et brillant. « Tu peux jeter ce vieux truc sale maintenant. » Léo recula, serrant son loup en bois usé contre sa poitrine. Il regarda Serafina, les yeux écarquillés de peur. « C'est très gentil de votre part, » dit Serafina en s'interposant. « Mais c'est son barbeau qui lui a donné celui-là. C'est son préféré. » Le sourire de Bianca se crispa. « Je suis sûr que Matteo voudrait que son fils ait ce qu'il y a de mieux, pas un vieux truc plein d'échardes. » Elle tendit la main vers le loup en bois. « Donne-le-moi, enfant. »« Non !» La voix de Léo fut d'un cri soudain et aigu. Il recula et, se faisant, trébucha. Bianca, agacée, attrapa le jouet. « Ne fais pas le bébé !» Le jouet s'envola de la main de Léo, heurta le chemin de pierre et se cassa. La tête se détacha net. Le temps s'arrêta. Le visage de Léo se décomposa. Un gémissement d'angoisse pure et sans mélange s'échappa de sa gorge. Un son que Serafina n'avait pas entendu depuis le restaurant. « Oh, pour l'amour du ciel !» lança Bianca en se relevant, dégoûtée. « Ce n'est qu'un jouet. »« Sortez, » dit Serafina. Sa voix n'était pas forte, elle était basse et elle tremblait d'une rage qui la surprit elle-même. Bianca rit. « Excusez-moi, pour qui vous prenez-vous? J'ai dit, sortez. » Serafina s'avança vers elle, les yeux flamboyants. « C'est un enfant en deuil, et vous venez de casser la dernière chose qu'il a de son père. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? » Bianca, furieuse d'être défiée par une servante, leva la main, ses ongles brillants. « Vous oubliez votre place, petite. » Elle lança son bras, visant à gifler Serafina au visage. La main de Serafina jaillit et attrapa le poignet de Bianca dans une poigne d'acier. Le jardin devint silencieux, à l'exception des sanglots déchirants de Léo. Les jointures de Serafina étaient blanches. Les yeux de Bianca étaient écarquillés de choc. « Ma place, » dit Serafina, sa voix dangereusement calme, « est avec lui, et vous ne le toucherez plus jamais, ni lui, ni moi. » Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une voix profonde coupa court à la scène. Matteo Valenti se tenait sur la terrasse, flanqué de Marco Bianchi. Son visage était un orage. Bianca fondit immédiatement en larmes. « Matteo, Dieu merci. Cette créature, elle m'a attaqué, et elle a contrarié Léo. » Serafina ne lâcha pas le poignet de Bianca. Elle ne regarda pas Matteo. Elle garda les yeux rivés sur Bianca. « Elle ment, » dit Serafina, sa voix claire. « Elle a cassé le jouet de Léo exprès, puis elle a essayé de me frapper. » Marco Bianchi s'avança. « Matteo, c'est absurde. Ma sœur ne ferait jamais... Cette fille est une menteuse, une simple serveuse qui essaye de... » Elle ne ment pas. Tout le monde se tourna. Léo avait cessé de pleurer. Il était debout, tremblant, ses petites poings serrés. Il pointa un petit doigt accusateur vers Bianca. « Méchant, » dit-il, « méchant dame. » Le regard de Matteo passa de Léo au poignet de Bianca.
toujours dans la pointe de Serafina, puis au loup cassé sur le chemin. Les pièces s'emboîtèrent, sa voix était d'un calme terrifiant. Bianca, sors de ma maison. Matteo, allaita-t-elle horrifiée, tu prends son parti? Je prends le parti de mon fils, dit-il. Marco, ramène ta sœur à la maison. Maintenant. Le visage de Marco était un masque de fureur froide. Il méprisait cela, l'humiliation. Il attrapa le bras de sa sœur. Viens, Bianca, nous partons. Bianca arracha son bras de sa prise et s'éloigna d'un pas raide, sa robe de lin blanc bruissant. Le jardin redevint silencieux. Serafina laissa finalement tomber sa main, tout son corps tremblant. Elle s'agenouilla et ramassa les 2 morceaux du loup cassé. Ses épaules s'affaissèrent. Matteo s'approcha. Il ne la regarda pas. Il regarda son fils. Il s'accroupit. Elle est partie, Léo. Elle ne reviendra pas. Léo regarda simplement le jouet cassé dans la main de Serafina. Serafina regarda Matteo. « Je peux le réparer, murmura-t-elle. J'ai de la colle à bois. Je peux le réparer. » Matteo Valenti regarda cette femme couverte de terre, tremblante mais défiante, qui venait d'affronter Bianca Bianchi et de gagner. Il la regarda prendre doucement la main de Léo, placer les 2 morceaux cassés dedans et refermer les petites doigts du garçon autour. « On va le réparer ensemble, » promit-elle au garçon. Matteo se leva, son cœur faisant à nouveau cette chose étrange et oppressante. Il l'avait amenée ici pour être une nounou, pour être un bouclier pour son fils. Il n'avait pas prévu qu'elle deviendrait une guerrière, et il n'avait pas prévu qu'en le faisant, elle venait de se faire un ennemi mortel de son conseiller le plus fiable. L'incident dans le jardin changea l'atmosphère de la maison. Serafina n'était plus seulement la nounou. Pour le personnel, elle était la femme qui avait défié Bianca Bianchi et survécu. Pour Léo, elle était une protectrice. Et pour Matteo, elle devenait une complication qu'il n'avait pas prévue. Ce soir-là, après que Serafina et Léo eurent minutieusement recollé le loup et que Léo fut endormi, Serafina trouva Matteo dans son bureau, un verre de liquide ambré à la main. « Il dort, dit-elle depuis le seuil. « Entrez, dit-il sans se retourner. Fermez la porte. » Elle le fit, marchant sur le tapis moelleux. « Elle ne vous dérangera plus jamais, dit-il. »« Ce n'est pas pour moi que je m'inquiétais, dit Serafina. » Il se tourna, faisant tourner le liquide dans son verre. « Vous avez pris un grand risque aujourd'hui. Bianca est instable. »« C'est une brute, dit simplement Serafina. Les brutes n'ont que le pouvoir qu'on leur donne. » Il y eut un rire court et dur. « Vous n'avez aucune idée de ce qu'est un frère. » Il marqua une pause, l'étudiant. « Vous n'avez pas peur de moi, n'est-ce pas? »« Si, dit honnêtement Serafina. J'ai peur, mais j'ai plus peur de ce qui arrive à un enfant qui n'a personne pour le défendre. » Un long silence s'étira entre eux. Il désigna le verre dans sa main. « Un verre? Non, merci. Bien. » Il prit une gorgée. « Aujourd'hui, ce que vous avez fait pour mon fils, merci. » C'était la première fois qu'il lui montrait une gratitude sincère et non calculée. Cela la désarma. « C'est un bon garçon. Sa mère lui manque, c'est tout. » Le visage de Matteo s'assombrit. « Elle nous manque à tous. » Il termina son verre. « Reposez-vous, Serafina. Vous l'avez bien mérité. » Alors qu'elle sortait, elle sentit ses yeux sur elle. La ligne entre employeur et employé, entre maître et servante, commençait à s'estomper. Mais pendant que Serafina construisait un pont vers les Valenti, Marco Bianchi affûtait un couteau. Il était humilié. Sa sœur était anéantie. Sa propre position avait été remise en question, et tout cela à cause d'une serveuse. Marco était un homme qui croyait aux faits, aux leviers, et les faits sur Serafina Rossi ne collaient pas. L'histoire mince de l'ex-petit ami violent était un début. Il avait demandé à son équipe technique de fouiller les archives publiques, les rapports de crédit, n'importe quoi. Serafina Rossi était née il y a 26 ans, mais elle n'avait aucune empreinte numérique avant les 2 dernières années. Pas de prêt étudiant, pas de carte de crédit, pas de réseaux sociaux, pas de famille. Elle avait payé un nouveau permis de conduire en espèces il y a 2 ans et 3 mois. Ce n'était pas une personne, c'était une couverture. Il passa 2 jours sans dormir à creuser. Il passa sa photo dans des bases de données de reconnaissance faciale, la croisant avec de vieux articles de presse, des pages mondaines, n'importe quoi. Il obtint un résultat. Ce n'était pas une correspondance parfaite, c'était une photo granuleuse d'un gala de société datant de 4 ans,
Un bal de charité. En arrière-plan, une jeune femme avec une coupe de cheveux différente, un sourire différent, se tenait à côté d'un homme. Marco zooma sur l'homme. Son sang se glaça. Thomas Petrocelli, le chef comptable et conciliaire de la famille Falcone, les rivaux les plus acharnés et les plus détestés des Valenti. L'homme qui, 2 ans plus tôt, aurait tenté de devenir témoin de l'État, emportant ses registres avec lui. L'homme qui avait été fait disparaître par les Falcone avant de pouvoir témoigner. Toute sa vie effacée de l'existence. Marco regarda de nouveau la fille, plus jeune, plus heureuse, mais les yeux étaient les mêmes yeux défiants et tristes que la serveuse dans la maison de Matteo. « Mon Dieu » murmura Marco. Il avait trouvé un fantôme. Il n'appela pas. Il se rendit au domaine, faisant irruption dans le bureau de Matteo sans frapper. « Nous avons un problème » dit Marco, la voix sombre. Matteo leva les yeux de son bureau, agacé. « Je suis occupé. » « Vous n'êtes pas assez occupé pour ça. » Marco jeta une tablette sur le bureau. Sur l'écran se trouvait la photo granuleuse. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Matteo. « Une page mondaine ?»« Regarde la fille » siffla Marco. « Regarde-la !» Matteo regarda. Il fronça les sourcils. Elle ressemble un peu à Serafina. Et alors? « Maintenant, regarde l'homme à côté d'elle » dit Marco, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de triomphe. « Sais-tu qui c'est ?» Matteo plissa les yeux, puis la reconnaissance se fit, une horreur lente et froide. « Petrocelli, Thomas Petrocelli » confirma Marco, le conciliaire des Falcone, le serpent qui a failli faire tomber ton père, le rat que Lorenzo Falcone est censé avoir éviscéré. Matteo se leva, sa chaise raclant bruyamment. « Qu'est-ce que tu essayes de dire, Marco? »« Je dis que la femme qui dort sous ton toit, la femme qui tient la main de ton fils n'est pas Serafina Rossi. » Marco fit glisser l'écran vers un autre fichier numérique. Son nom est Anna Petrocelli. C'est la fille du traître et c'est une espionne des Falcone. Le silence dans la pièce était absolu. Matteo fixa l'image, le visage de la jeune fille souriante, et ne vit que le visage de la serveuse qui avait charmé son fils. « Elle t'a manipulé » dit Marco, profitant de son avantage. « Nous a tous manipulés. Elle réconforte ton fils. Elle tient tête à ma sœur. Elle s'insinue. Quelle meilleure façon de détruire la famille Valenti que de l'intérieur, en utilisant ton propre fils contre toi. » Le visage de Matteo était pâle. Le sang s'en était retiré. Il pensa à ses mensonges sur son passé, sa vie privée, son ex violent. Tout s'emboîta. « Elle a les registres de son père » cracha Marco. « Elle doit les avoir. Elle est ici pour finir ce qu'il a commencé, pour nous détruire. » Matteo ne dit rien. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où, la veille encore, il l'avait observé avec son fils. La tendresse qu'il avait ressentie fut remplacée par une rage froide, noire et volcanique. Il avait été manipulé. Son fils avait été utilisé. Il appuya sur l'interphone de son bureau. « Luca. »« Oui, Don Valenti. »« Trouvez Serafina, amenez-la dans mon bureau, maintenant. Et dites à Nino de garder la chambre de mon fils. Elle ne doit pas s'approcher de lui. » Il se tourna vers Marco, ses yeux n'étant plus le gris froid de la mer, mais le noir plat et mort d'un requin. « Tu ne parleras de ça à personne, » ordonna-t-il. « Matteo, qu'est-ce que tu vas faire » demanda Marco, une lueur prédatrice dans l'œil. « On devrait l'emmener à l'entrepôt. On en finit. Ce soir. »« Non, » dit Matteo, sa voix un grognement sourd. « D'abord, elle va me dire la vérité, et ensuite je vais lui faire regretter d'être né. » La porte du bureau s'ouvrit, Serafina entra, un petit sourire interrogateur sur le visage. « Monsieur Valenti, vous vouliez me voir ?» Son sourire mourut quand elle vit son expression, et Marco Bianchi debout près du bureau comme un bourreau. « Ferme la porte, Anna, » dit Matteo. Le nom la frappa comme un coup physique. Elle trébucha, sa main volant à sa gorge, vers le médaillon caché sous sa chemise. « Je ne sais pas de qui vous parlez. »« Ne fais pas ça !» rugit-il en frappant du poing sur le bureau. « N'ose plus jamais me mentir. » Il traversa la pièce et lui attrapa le bras, ses doigts s'enfonçant dans sa peau comme un étau. Il la traîna jusqu'au bureau et fit pivoter la tablette. « Anna Petrocelli » gronda-t-il en pointant un doigt sur la photo. « Fille de Thomas Petrocelli, le serpent de la famille Falcone. Tu entres dans ma maison, tu poses tes mains sur mon fils, tu me mens en face. » Des larmes coulaient sur le visage de Serafina,
Dana, c'était fini. La vie qu'elle avait essayé de construire, la sécurité qu'elle avait presque ressentie, avait disparu. Est-ce que c'est vrai? Demanda-t-il en la secouant. Es-tu une espionne? As-tu été envoyé ici par Lorenzo Falcone pour finir ce que ton père a commencé? Non, cria-t-elle, la vérité jaillissant enfin d'elle. Non, je ne suis pas une espionne. Menteuse, cracha Marco. Elle ment, Matteo. Elle a les registres. Elle est ici pour nous détruire. C'est ce que vous pensez? Anna arracha son bras de la prise de Matteo, sa peur momentanément remplacée par une vie de colère refoulée. Vous pensez que je suis une espionne? Mon père n'était pas un traître. Il n'essayait pas de détruire votre père. Il essayait de s'en sortir. Il essayait de me protéger. La conviction brute dans sa voix arrêta les deux hommes nets. Lorenzo Falcone, dit-elle, le nom comme de l'acide sur sa langue. C'est un monstre. Mon père travaillait pour lui. Oui, il falsifiait ses comptes. Oui, mais il voulait une vie différente pour moi. Il économisait de l'argent, créait une porte de sortie. Il allait prendre les registres, non pas pour les fédéraux, mais comme une assurance, pour nous garder en sécurité une fois partis. Elle sanglotait maintenant, l'histoire se déversant d'elle. Mais quelqu'un a prévenu Falcone. Ils sont venus chez nous. Je me cachais dans le garde-manger, comme il me l'avait dit, quand des hommes méchants sont arrivés. J'ai entendu. Je les ai entendus le tuer. Je les ai entendus, s'étouffa-t-elle. Et il me cherchait et les registres. Elle regarda Matteo, ses yeux suppliants. J'ai fui. Je fuis depuis 2 ans. J'ai changé de nom. J'ai coupé mes cheveux. J'ai travaillé dans des cuisines, dans des bars, et finalement, ici. Je suis venu à El Corvo parce que c'était votre territoire. Je pensais que Falcone ne me chercherait jamais dans le seul endroit où je devrais avoir le plus peur. Je me suis caché des Falcone, Monsieur Valenti. Je ne les espionnais pas. Le bureau était silencieux. Marco avait l'air sceptique. Une histoire bien pratique. Vraiment, dit Anna, la voix brute. Est-ce qu'une espionne se jetterait devant votre sœur pour protéger un petit garçon? Est-ce qu'une espionne aurait ça? Elle sortit le médaillon de sa chemise. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait pas de photo. C'était un minuscule morceau de papier plié. Une clé. Une clé de casier de consigne. C'est tout ce qui me reste de lui, murmura-t-elle. Ça est un nom qu'il m'a fait mémoriser. Un casier. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. J'avais trop peur d'y aller. J'essayais juste de survivre. Matteo fixa la clé. Il regarda son visage strié de larmes. Il la vit vraiment pour la première fois. Pas seulement une nounou, pas seulement une espionne, mais une femme seule, piégée entre 2 empires en guerre. Une femme comme lui, une survivante d'une guerre qu'elle n'avait pas commencée. Sa rage avait disparu, remplacée par une clarté froide et dure. Elle dit la vérité, dit Matteo, la voix plate. Matteo! Marco était abasourdi. Tu ne peux pas croire ça. C'est la fille de notre ennemi. C'est la fille d'un homme mort, corrigea Matteo. Et c'est la seule personne au monde que les Falcons veulent. Ils ne veulent pas seulement sa mort, Marco. Ils veulent ce qu'elle sait. Ils veulent ce qu'il y a dans ce casier. Il commença à faire les 100 pas. Le problème d'Anna Petrocelli venait de se transformer. Elle n'était plus une menace. Elle était un atout, une arme. C'est un risque pour la sécurité, Matteo, insista Marco la voix basse. On ne peut pas la garder ici. Si les Falcone découvrent qu'elle est là, ils mettront la ville à feu et à sang pour la voir. Tue-la. C'est le seul moyen d'être tranquille. C'est les affaires. Non, dit Matteo. Il s'arrêta devant Anna. Elle tremblait encore, mais elle soutint son regard. Il a raison sur une chose, dit Matteo. Vous êtes un fantôme. Vous êtes un passif. Les Falcone cherchent Anna Petrocelli. Ils vous trouveront un jour ou l'autre. Et quand ils le feront, il se pencha, ils vous feront du mal. Et ils feront du mal à mon fils pour vous atteindre. Alors que voulez-vous que je fasse, murmura-t-elle, fuir à nouveau. Il n'y a nulle part où fuir, dit Matteo. La portée de Lorenzo Falcone est longue. Il n'y a qu'un seul moyen de vous protéger. Un seul moyen de vous cacher de lui pour toujours. Comment? Matteo la regarda, ses yeux gris calculateurs, froids et autre chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait nommer.
On cache un fantôme en le rendant réel. On protège un passif en faisant un atout intouchable. Il redressa sa cravate. Il n'était plus un père en deuil ou un homme en colère. Il était le Don. Vous avez raison, dit-il, faisant référence à leur conversation de ce matin. Léo a besoin d'une mère. Et j'ai besoin d'une femme. Le sang d'Anna se glaça. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? La solution de Marco est de vous tuer. C'est propre, mais c'est un gâchis, dit Matteo, comme s'il discutait d'un achat d'action. Et ça détruirait mon fils. J'ai vu son visage aujourd'hui. Il a parlé pour vous. Il tendit la main, non pas en signe de réconfort, mais de finalité. Ma solution est un nouveau marché. Un mariage, non pas de convenance, Anna, mais de survie. Épousez-moi demain. Vous êtes fou, souffla-t-elle. Je suis un pragmatique, rétorqua-t-il. Écoutez, en tant que Serafina Rossi, vous êtes une cible. En tant qu'Anna Petrocelli, vous êtes une femme morte. Mais en tant qu'Anna Valente, épouse du Don, vous êtes intouchable. Vous serez un membre de ma famille. Vous aurez mon nom. Et je vous donnerai ma protection. Je ferai pleuvoir le feu sur Lorenzo Falcone ou quiconque osera ne serait-ce que prononcer votre nom. Et en retour, demanda-t-elle, sa voix une ombre. Le visage de Matteo s'adoucit un instant. Il jeta un coup d'œil vers la porte, en direction de la chambre de son fils. En retour, dit-il, sa voix baissant, vous serez ce que vous êtes déjà devenu. Vous serez une mère pour mon fils. Vous ramènerez la vie dans cette maison. Vous me donnerez votre loyauté, et vous ne me mentirez plus jamais. Il se tenait là, la main tendue. C'était une cage permanente, inéluctable, dorée, mais c'était aussi le seul sanctuaire au monde. Elle regarda Marco, dont le visage était un masque de haine pure et sans mélange. Il avait perdu. Elle regarda Matteo, un homme de violence et de contrat, lui offrant la seule chose dont elle rêvait, la sécurité. Et elle pensa à Léo, à sa petite main dans la sienne, à son premier mot. Elle n'était pas Anna Petrocelli, la fugitive. Elle n'était pas Serafina Rossi, la serveuse. Elle était, à cet instant, la protectrice de Léo. Elle posa sa main tremblante dans celle de Matteo. « Je le veux », dit-elle. Le mariage fut aussi rapide et froid que le marché qui le scella. Il n'y eut pas de robe blanche, pas de musique. Il eut lieu le lendemain dans le bureau de Matteo, la même pièce où la vie d'Anna avait été déchirée et reconstruite. Un juge de la ville, les mains visiblement tremblantes, célébra la cérémonie. Les seuls témoins étaient Marco, le visage taillé dans la glace, et Luca, impassible comme toujours. Le seul invité était Léo. Il portait un petit costume noir et il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait que c'était important. Quand le juge demanda les alliances, Léo, qui avait été coaché par Serafina, s'avança en tenant un petit coussin de velours. Alors que Matteo prenait la simple alliance en platine et la glissait au doigt d'Anna, sa main était chaude. Il ne la regarda pas, mais regarda son fils. « Avec ceci, dit-il, sa voix un vœu sourd, je promets ma protection à toi et à notre fils. Le vœu d'Anna fut tout aussi simple. Je promets ma loyauté à toi et à Léo. Quand le juge les déclara mari et femme, Matteo ne l'embrassa pas. Il hocha simplement la tête puis s'accroupit près de Léo. Serafina, dit-il, fait maintenant partie de notre famille. Léo, son nom est Anna Valente. Elle va rester avec nous, pour toujours. Léo, qui avait regardé l'anneau au doigt d'Anna, sourit simplement. Il se pencha et, pour la première fois, donna un baiser sur la joue d'Anna. C'était la seule chose réelle et chaleureuse de toute cette épreuve terrifiante. La nouvelle frappa le milieu comme une grenade. Matteo Valente épouse sa nounou. C'était un scandale. C'était un signe de faiblesse. Pour Bianca Bianchi, c'était une déclaration de guerre. Pour Lorenzo Falcone, c'était une curiosité. Marco, furieux mais lié par la loyauté, avait diffusé l'histoire officielle. Le Don courtisait discrètement la nounou et, pour le bien de son fils, avait officialisé les choses. C'était une histoire d'amour. Lorenzo Falcone, un homme qui ressemblait à un grand-père jovial et avait le cœur d'un serpent, n'y crut pas. Il fit des recherches sur le nom de Serafina Rossi. Lui aussi trouva la couverture fragile, mais contrairement à Marco, il n'avait pas la photo pour faire le lien. Pas encore. Mais le mariage eut une conséquence immédiate et dangereuse. Il enragea Marco.
Il voyait Anna comme une usurpatrice, un serpent qui s'était frayé un chemin dans la famille par la ruse. Il commença de manière subtile à la sapir. Lui et Bianca travaillaient de concert. Bianca laissait accidentellement échapper à d'autres épouses de la mafia que la nouvelle Donna était commune, sans éducation. Marco, pendant ce temps, protégeait Anna en restreignant son accès. Il oubliait de l'informer des dîners de famille. Il lui donnait de mauvais conseils sur la gestion du personnel, conçus pour la faire paraître stupide et faible. Il essayait de l'isoler. Ça n'a pas marché. Anna avait passé 2 ans à être invisible. Elle savait d'observer, écouter. Elle voyait les chuchotements. Elle sentait les regards froids. Mais elle n'était plus Serafina non plus. Le premier test eut lieu lors d'un dîner de famille formel des Valente. Bianca était là, sointant le mépris. Elle regarda Anna, peu habituée au cadre formel, utiliser presque la mauvaise fourchette. Dans ma famille, dit Bianca, sa voix forte dans un silence de la conversation, on nous a appris quelle fourchette utiliser. Mais je suppose que dans un diner, on utilise juste ses mains. La table se tut, Matteo se tendit. Anna posa sa fourchette. Elle regarda Bianca d'un regard calme et posé. Vous avez raison, Bianca. Je n'ai pas grandi avec ça. J'ai grandi avec un père qui m'a appris que la valeur de votre caractère importe plus que la qualité de votre argenterie. Elle prit son verre d'eau. Il m'a aussi appris les chiffres. Par exemple, elle regarda Marco. J'ai examiné les comptes de la maison. C'est fascinant. Le budget traiteur pour des dîners de famille comme celui-ci a augmenté de 30% au cours des 6 derniers mois. Pourtant, nous servons le même menu. C'est une divergence remarquable. Le visage de Marco devint pâle. Matteo, qui avait observé, cachant un petit sourire, se pencha. Vraiment, Marco? Oui, dit Anna en se tournant vers son nouveau mari. J'ai aussi remarqué des frais de consultation importants payés mensuellement à une société, BB Imports, qui semble n'avoir aucune fonction, aucun entrepôt, et est enregistrée à une boîte postale au nom de votre sœur. Bianca haleta. Les yeux de Marco étaient meurtriers. Anna venait de les exposer. Elle avait, en une seule déclaration tranquille, montré à tous qu'elle n'était pas stupide et qu'elle n'avait pas peur. Matteo Valenti rejeta la tête en arrière et rit, d'un rire réel, profond et sincère, le premier que la famille avait entendu en un homme. « Eh bien, dit-il en s'essuyant l'œil, il semble que ma femme ne soit pas seulement un joli visage. Elle a l'œil de son père pour les chiffres. » Il regarda Marco, son sourire disparut. « Règle ça. Et Marco, fan con. Sam contresignera toutes les dépenses de la maison et de l'organisation à partir de maintenant. » Elle est A. Il posa sa main sur celle d'Anna, ma pleine confiance. Anna avait gagné la bataille, elle avait établi son pouvoir en tant que Donna Valenti, mais elle venait aussi de déclencher une guerre. De l'autre côté de la ville, Lorenzo Falcone s'impatientait. L'histoire de la serveuse le dérangeait toujours. Il avait creusé dans la vie de Thomas Petrocelli. Il savait que Petrocelli avait une fille. Il avait vu des photos de lycée floues. Son nom était Anna. Il envoya un de ses hommes à Il Corvo Dorato pour malmener le manager, Dimitri. Cette Serafina Rossi, dit le malfrat, celle qui a épousé Valenti, à quoi ressemblait-elle? Dimitri, terrifié, la décrivit. Cheveux bruns, yeux tristes, portait toujours ce médaillon en argent avec une fleur dessus. Le malfrat fit son rapport à Falcone. Falcone se souvint. Il se souvint de ce médaillon. Il l'avait offert à la femme de Thomas Petrocelli des années auparavant, à l'époque où ils formaient une famille. Il frappa du poing sur son bureau. « Ce salaud !» siffla Falcone. Matteo Valenti n'a pas seulement épousé une serveuse, il a épousé Anna Petrocelli. Elle est vivante et elle est avec lui. Son esprit s'emballa. Pourquoi? Pour allier les familles? Non. Valenti devait savoir pour son père. Puis il comprit. Les registres. La fille ne les avait pas. Elle était la clé pour y accéder. Il l'utilise, murmura Falcone, un lent et cruel sourire se dessinant. Il pense qu'il peut utiliser la fille de Petrocelli pour obtenir mes registres. Il passa un appel. Je veux une rencontre avec Valenti. Il est temps de discuter de sa nouvelle acquisition. La guerre n'était plus froide. Elle était sur le point de commencer. La rencontre à l'hôtel Stockton était lourde de tension. Lorenzo Falcone, souriant comme un serpent, fit son offre. « Donne-moi la fille, Matteo. Elle et les registres qu'elle a, et mon empire maritime est à toi. »
Avant que Matteo ne puisse refuser, Anna s'avança, son regard glacial. Il vous offre quelque chose qui m'appartient déjà de prendre. Elle fit balancer son médaillon. Vous pensez être ici pour négocier? Vous êtes ici pour vous rendre. Anna révéla le véritable génie de son père. La clé du médaillon n'ouvrait pas un casier. C'était un système de sécurité. Les vrais registres étaient numérisés dans un coffre de banque avec des copies envoyées au procureur des États-Unis et au New York Times, prêtes à être publiées à sa mort ou à sa disparition. Vous ne pouvez pas me tuer, Lorenzo, dit-elle, sa voix claire. Et vous ne pouvez pas avoir les livres de mon père, mais j'ai les vôtres. D'un coup dévastateur, elle utilisa également ses connaissances pour exposer les accords secrets et traîtres de Marco Bianchi avec Falcone, scellant son sort d'une seule phrase. Brisé, Falcone n'eut pas le choix. Anna ne négocia pas, elle ordonna. Il céderait publiquement ses entreprises à la famille Valenti en guise d'excuse et finirait ses jours dans l'humiliation. De retour au domaine, la guerre était finie. Matteo regarda sa femme, non pas comme un marché, mais avec une pure admiration. « Le contrat est terminé, Anna, » dit-il en lui prenant les mains. « Tu n'es pas ici pour ma protection. Tu es ma partenaire, ma donna, et la femme que j'aime. » Il l'embrassa, scellant leur nouveau et véritable commencement. Le lendemain matin, le dernier mur de leur cage dorée s'effondra lorsque Léo courut dans le jardin, riant, et sauta dans ses bras. « Bonjour, maman. » Et ainsi la serveuse qui entra dans la gueule du loup n'a pas seulement survécu, elle est devenue la reine de la meute. Elle a prouvé que l'arme la plus dangereuse n'est pas un pistolet ou un nom, mais un esprit qui voit ce que les autres manquent et un cœur assez courageux pour agir. Elle a transformé un mariage de convenance en un partenariat de pouvoir et un garçon silencieux et brisé en un fils rieur. On dit que dans la mafia, le sang est tout. Mais Serafina, non. Anna Valenti a prouvé que parfois, la famille que l'on choisit est celle qui vous donne le plus de pouvoir. Qu'avez-vous pensé de l'échec et mat final d'Anna? Le marché de Matteo était-il juste ou n'était-ce qu'une autre cage? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire de drame, de danger et de justice karmique, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », de partager cette vidéo avec un ami qui aime les bons rebondissements et surtout, de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire.